Bonjour à tous et bienvenue au programme qui vous est proposé par LECP, Liberté d'expression, culture et paix. Présentation et studio à Paris, Jean-Claude Mlindavi. À la une de plusieurs médias ces derniers jours, on parle d'une probable candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Selon Jeune Afrique, cette candidature aurait reçu la bénédiction de l'Élysée pour concurrencer la secrétaire générale sortante, la Canadienne Michaëlle Jean. L'élection étant prévue lors du prochain sommet qui se tiendra en Arménie le 11 et 12 octobre cette année. Depuis l'annonce de cette information, plusieurs observateurs se montrent surpris. Surpris de cette candidature plus que possible d'un membre issu du gouvernement de Paul Kagame qui n'a jamais entretenu de bonnes relations avec la France jusqu'à maintenant. Mais concrètement, pourquoi pour certains cette candidature nourrit les débats et s'avère controversée? Élément de réponse avec l'invité du jour, l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Molindarabi, et je vous remercie pour votre invitation et je remercie aussi tous vos auditeurs pour l'intérêt qu'ils porteront à ma présentation de cet aspect de l'affaire. Monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs, comme vous le savez, l'OIF, c'est 84 États et gouvernements, dont ceux qui parlent français et adhèrent à cette organisation. C'est aussi des membres associés et observateurs. Ça représente 274 millions. Monsieur l'ambassadeur, pour vous, quel est le profil idéal pour la candidature au secrétariat général de l'OIF? C'est bien là une question difficile, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de profil type pour un tel poste qui est éminemment politique. C'est un poste politique qui est réservé à des membres, à des personnalités ressortissantes des pays membres de l'OIF. Donc, en l'occurrence, Madame Louise Mushikiwabo est tout à fait indiquée pour occuper ce poste en tant que ministre des Affaires étrangères d'un pays membre, le Rwanda en l'occurrence, et qui a quand même une certaine expérience. Le problème n'est pas de ce côté-là. À mon avis, Louise Mushikiwabo a bien le profil indiqué pour occuper un tel poste et elle a une grande expérience dans le domaine diplomatique. Et elle est très active au niveau de l'Afrique et au niveau international. Maintenant, est-ce que la francophonie sied à un ministre des Affaires étrangères d'un pays qui l'avait d'une certaine manière quitté, abandonné, je dirais même qui, pour fonder la langue française, et qu'il avait interdite à un moment donné, il y a 10 ans, hein, jour pour jour, en octobre 2008, le français était supprimé de l'enseignement au Rwanda. Pour des raisons d'ailleurs inexplicables. Hein. Le Paul Kagame disait tout simplement que le français n'était pas une langue à compétence égale à la langue anglaise, parce qu'en fait, lui, c'est là qu'il maîtrise. Il ne parle pas français. Il a décidé tout seul à un moment donné. Il a imposé la décision à un conseil du gouvernement le 8 octobre, je crois, ou le 10 octobre 2008. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus enseigner en français dans un pays francophone, hein, 90%. On ne pouvait pas parler français dans l'administration. Les avocats rwandais ne pouvaient plus plaider en français. Donc, tout un enchaînement d'illogismes hein, qui ont fait que le français est devenu une langue secondaire plutôt, alors que c'était la langue, la plus importante du pays en termes administratifs. Voilà. Donc, c'est ça la grande question. Le Rwanda, qui a combattu la francophonie, qui a combattu la langue française, veut aujourd'hui occuper le poste de secrétaire général de cette organisation internationale ou intergouvernementale. C'est là que réside la question maintenant, si les pays membres le veulent bien, si pour des raisons que nous on ne connaît pas, peut-être pour justement réintégrer un pays qui était la brebis perdue, ben, pourquoi pas? Vous l'avez bien dit, politiquement, quel répond aux critères qui devraient être requis pour un tel poste?
Mais vous relevez aussi la problématique et la position du Rwanda à l'égard de la France, à l'égard du français. Et on sait aussi que les relations entre les deux pays se sont refroidies depuis plus de 20 ans. Pour diverses raisons, la situation s'est empirée. Par exemple, depuis plus de 2 ans, les autorités rwandaises n'ont pas accordé d'accréditation à l'ambassadeur de France qui était nommé à Kigali. On sait aussi qu'il y a un dossier épineux, un dossier très sensible au niveau de la justice. Les enquêtes au sujet de l'attentat de l'avion présidentiel. Vous pensez que le public puisse comprendre que la France puisse soutenir malgré tout la candidature d'un membre du gouvernement de Paul Kagame? Il y a plusieurs questions, je pense, contenues dans votre question. La première partie parle du fait que le Rwanda a justement tourné le dos pendant un certain temps aux Français. Et vous vous posez la question de savoir si la France accepterait que ce pays finalement prenne le poste de secrétaire général de la francophonie. Il faut rappeler quand même que précisément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la France ne représente même pas 10% de locuteurs francophones dans le monde. Donc la francophonie, c'est une grande organisation intergouvernementale de presque 1 milliard. 1 milliard de locuteurs de français. Alors que la France ne compte que 60 millions d'habitants. Vous comprenez bien que même si notre pays, la France, est une puissance au niveau des Nations Unies, une puissance à tous les niveaux, économiques, politiques et autres, diplomatiques. Il est cependant un point qu'il faut relever et à laquelle la France doit faire attention à tout moment, c'est de ne pas apparaître comme le gérant de la francophonie. La francophonie appartient aussi bien au Rwanda, à la RDC, au Sénégal, au Niger et aux autres pays membres. Donc, ce n'est pas à la France de décider qui doit être le secrétaire général de cette organisation. Ça, c'est une chose importante et vous connaissez la délicatesse de cette question par rapport surtout aux Africains. Les Africains sont très susceptibles lorsqu'il apparaît que la France veut leur imposer une solution ou une décision. Donc, ce n'est pas la France qui votera, c'est l'ensemble des pays francophones qui vont dire oui ou non à la candidature de Louise Mushikiwabo. D'autant qu'elle ne sera pas seule. Monsieur l'ambassadeur, apparemment, il s'agit de ce que l'on peut qualifier de soutien par rapport à cette candidature, je crois. La France peut soutenir, la France peut soutenir, mais est-ce que le seul soutien de la France suffit? À mon avis, non. Ce qui peut étonner, c'est pourquoi la France soutient la ministre d'un pays, précisément, qui est anti-française. La ministre d'un pays qui ne cesse d'accuser la France de tous les maux. Des fausses accusations de participation au génocide des Tutsis, des fausses accusations d'avoir mis en place l'opération turquoise, qui était destinée au niveau des Nations Unies pour aller arrêter les massacres, et elle l'a fait, cette opération. Le Rwanda l'accuse par contre d'avoir eu des intentions d'arrêter la victoire du FPR et d'avoir notamment fait fuir ou protéger les génocidaires qui ont profité de la présence des troupes françaises qui n'étaient pas seules. Il y avait aussi des troupes africaines dans l'opération turquoise. Tout ça est évidemment non avéré parce que nous connaissons tous l'histoire de l'opération turquoise, nous savons ce qui s'est passé, nous savons que cette opération a sauvé des dizaines de milliers de Rwandais, Tutsis et Hutus confondus, mais surtout des Tutsis qui étaient menacés dans la zone de sécurité sûre, dans la zone sûre. Donc, tout ça, c'est des accusations qui devraient faire réfléchir un gouvernement comme celui de la France. La France ne peut pas imposer une candidate ou un candidat à la tête de l'OIF, mais la France doit réfléchir avant de soutenir un candidat. Mon avis, en tant que ressortissant du Rwanda et en tant qu'analyste, c'est que si jamais Louise Mushikiwabo parvenait à devenir secrétaire général de l'OIF,
eh bien, comme je l'ai écrit d'ailleurs par ailleurs, et sur Twitter et sur d'autres médias sociaux, ce sera une sorte de cheval de Troie dans la francophonie, et à mon avis, ce ne serait pas pour la construire, mais plutôt éventuellement pour réduire son influence. N'oublions pas que le Rwanda, en 2003, a demandé et obtenu d'adhérer au Commonwealth. N'oublions pas que, comme vous l'avez signalé, le Rwanda a détruit le centre culturel français à Kigali. N'oublions pas que le Rwanda ne veut même pas accorder son agrément à une ou deux candidatures d'ambassadeurs français et beaucoup d'autres éléments qu'on peut mettre dans la balance. Mais ça ne devrait pas être une affaire rwando-française. Oui. C'est les pays francophones, de manière générale, qui doivent se poser la question. Faut-il, oui ou non, accorder cette place à la représentante d'un gouvernement qui a fait de la lutte contre la francophonie sa politique diplomatique, sa politique culturelle. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous faites bien de relever ce que vous trouvez comme étant les positions défavorables rwandaises vis-à-vis envers la France. Malgré tout, voilà justement la candidature rwandaise à la tête de cette organisation. Quel est l'intérêt du Rwanda pour ce poste? Là, en peu de mots, je dirais que c'est une évolution inéluctable. Le Rwanda a voulu jouer avec le feu diplomatique. Il s'est rendu compte que ça ne marcherait pas. En 2003, lorsque le Rwanda a demandé d'adhérer au Commonwealth, il avait la poitrine bombée. Il se disait, voilà, je vais dans une communauté qui va concurrencer la francophonie. Tous les pays du Commonwealth n'ont pas soutenu la candidature du Rwanda, même si le Rwanda a été admis finalement. Mais à l'intérieur du Commonwealth, des problèmes sérieux ont commencé. Parce que le Commonwealth, avec tout le respect que je dois à l'OIF, à la francophonie, le Commonwealth est une organisation bien plus regardante par rapport aux droits de l'homme. Et donc, la première question que le Rwanda a rencontré, le premier problème qu'il a rencontré au sein du Commonwealth, c'est son bilan par rapport à la pratique des droits de l'homme, aux abus. Au sein du Commonwealth, beaucoup de membres, une commission spéciale est venue au Rwanda et a conclu que le Rwanda ne remplissait pas en fait les conditions de respect des droits de l'homme, les conditions de démocratie que le Commonwealth attend de ses membres. Et petit à petit, rappelez-vous, le Rwanda au départ avait un cercle d'amis, c'est-à-dire un cercle d'amis anglophones de l'Afrique de l'Est, qui commençait par l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie et les autres pays anglophones. Mais on s'est rendu compte qu'au fil du temps, pendant que le Rwanda déstabilisait la République démocratique du Congo et le Burundi, cela a eu un impact sur ses relations avec les pays de l'Est, avec les pays anglophones. Et donc, n'ayant plus le soutien des pays anglophones de l'Est, le Rwanda a dû se trouver une autre voie de sortie. Rappelez-vous, ils sont allés d'abord à Brazzaville, ils ont commencé à lier des relations, des rapports très personnels avec certains chefs d'État africains qui étaient en difficulté. Maintenant, le Rwanda a une influence assez importante qui va de Brazzaville jusqu'à Dakar. Certains disent même que des pays africains francophones servent d'intermédiaires aujourd'hui pour remettre le Rwanda dans les bons termes de la France, en fait, que le Rwanda et la France se réconcilient, mais en marchant sur la justice, notamment. Certains pays africains suggèrent à la France de classer sans suite pratiquement le dossier attentat du 6 avril 1994. Oui, on va y arriver. On va revenir sur ce dossier d'attentat, monsieur l'ambassadeur. Mais je voudrais d'abord... C'est un détail, mais je parle de l'évolution de la nouvelle voie diplomatique rwandaise qui, en fait, le Rwanda n'est plus en odeur de sainteté dans les pays anglophones de l'Est. Donc, du coup, il est allé chercher son bonheur dans les pays francophones pour préserver son influence, même au niveau de l'Union africaine.
les pays qui ont beaucoup soutenu le Rwanda, c'est des pays francophones. Ça va des pays d'Afrique de l'Ouest francophones aux pays du Maghreb, comme le Maroc. Le Maroc est un grand ami du Rwanda actuellement. Le roi du Maroc soutient beaucoup Paul Kagame. Et il se dit même qu'il serait derrière la candidature de Louise Mushikiwabo et qu'il serait venu plaider à Paris le dossier de Louise Mushikiwabo pour qu'elle accède à cette fonction. Donc, Oui. voilà. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que cet intérêt que le Rwanda manifeste cette fois-ci en voulant, en souhaitant entrer même dans les organes comme l'OIF, est-ce que ça pourrait marquer le début de reconnaissance des erreurs commises, comme par exemple la suppression du français dans l'enseignement au Rwanda? Ça devrait marquer des regrets de la part des autorités rwandaises, ou bien ça n'a rien à voir, c'est stratégie autre que revenir vraiment sur les mauvaises décisions qui ont été prises? Écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait des regrets de part et d'autre, parce que certains disent que la France va peut-être reconnaître sa participation au génocide. Je ne crois pas que cela puisse être fait. Le président Macron connaît la situation, il connaît l'histoire franco-rwandaise, il ne va pas reconnaître les fautes, parce que là il s'agit d'une faute, d'un crime même, que la France n'a pas commis. Et s'il le fait, s'il le faisait, eh bien ce serait une grande responsabilité politique du président actuel par rapport à l'histoire et à l'honneur de la France. Donc, pour moi... Et vous pensez qu'il ne peut pas tomber dans ce piège? Non, même Nicolas Sarkozy, qui était vent debout à Kigali, non, même Bernard Kouchner, qui est allé à Kigali, en même temps que Nicolas Sarkozy, il n'est pas tombé dans ce piège, alors que c'est un grand ami personnel de Paul Kagame et un grand ami du Rwanda. Kouchner a dit: dites tout, mais ne prétendez pas que l'armée française ait participé au massacre de Rwandais. Et justement, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi de vous couper la parole, parce que là, on est sur un point important, qu'on soit clair, que vous puissiez nous éclaircir davantage. Et pour vous, le génocide perpétré contre les Tutsis est sous l'unique responsabilité des Rwandais? L'unique responsabilité matérielle et factuelle, ce sont des Rwandais qui ont commis le génocide des Tutsis. J'ai bien dit des Rwandais. Des Rwandais qui appartenaient à divers groupes ethniques d'ailleurs, parce que parmi les miliciens qui ont massacré les populations Tutsis civiles entre avril et juillet 1994, parmi ces miliciens, il y avait une grande majorité de Hutus, c'est connu et c'est admis. Il y avait aussi des Tutsis, dont le président de cette milice, le président de la milice Interahamwe, on l'oublie souvent, on ne le dit pas, c'était un Tutsi, dont la famille d'ailleurs... Vous parlez d'un certain Kajuga, c'est ça? Voilà, Robert Kajuga était le président du comité national des Interahamwe. Il était avec les Interahamwe tout le long pendant le génocide. Il y avait aussi des adjoints à lui qui étaient des Tutsis. Il y avait des Tutsis disséminés dans le pays qui aidaient. Est-ce qu'ils le faisaient exprès ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ils étaient dans le groupe. Tout comme les jeunes Hutus Interahamwe qui ont massacré les Tutsis ne le faisaient pas nécessairement de leur gré. C'est connu. Mais il y avait aussi, on le dit aujourd'hui, des anciens membres du FPR de Kagame le disent, il y avait aussi des militaires, des forces spéciales du FPR qui s'étaient infiltrés dans les rangs et sur les barrières tenues par les miliciens Interahamwe et qui ont participé au massacre des Tutsis. Ça, c'est une chose aussi qui est admise aujourd'hui. Ce sont les officiers et les agents spéciaux du FPR qui nous le disent aujourd'hui et qui l'écrivent dans des livres, qui donnent des interviews, on ne peut pas les soupçonner de vouloir nier le génocide, qui est par ailleurs, je ne sais pas qui peut nier le génocide, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan des faits. Maintenant, donc de ce côté-là, c'est pas des Américains, c'est pas des Français, c'est pas des
ces gens quoi? C'est pas les Nations Unies qui ont massacré les Tutsis. De l'autre côté, rappelez-vous, sur le territoire du FPR, il s'est passé des massacres extraordinaires commis par le FPR. On n'en parle pas. Mais l'Afrique, la France doivent savoir que le FPR a commis un génocide. De l'autre côté, sur le territoire qu'il le contrôlait, il a commis un génocide. C'est aussi avéré. Moi, je le dis depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai des rapports, parce que j'ai eu des confidences, parce que j'ai eu des témoignages de militaires du FPR qui m'ont raconté comment cela se passait. Et avec mon bagage juridique, j'ai conclu qu'il s'agissait d'un génocide. Aujourd'hui, tout le monde le dit, parce qu'il a fallu quand même 20 ans pour que les gens fassent des recherches, que des journalistes s'y attellent, parce que moi, j'ai été traité de négationniste. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a eu effectivement un génocide Tutsi, ça c'est incontestable, mais aussi un génocide de Hutu. D'ailleurs, les Nations Unies le confirment dans leur rapport mapping sur les massacres commis par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame en RDC Congo. Monsieur l'ambassadeur, comme vous êtes aussi juriste de formation, pour le génocide perpétré contre les Tutsis, juridiquement, ça a été fixé, la sentence a été claire, mais pour l'autre crime que vous qualifiez également de génocide, juridiquement parlant, ce n'est pas encore fait. Juridiquement parlant, ça veut dire quoi? Parce que avant la mise en place du tribunal international, je suppose que c'est à ça que vous faites allusion, hein, parce que c'est le tribunal international pour le Rwanda qui a condamné des Rwandais, effectivement, oui, les considérant comme auteurs d'un génocide. Mais avant cette condamnation, on parlait déjà du génocide des Tutsis. Donc, juridiquement, c'est selon les analyses des uns et des autres. Moi, j'ai dit qu'il y avait génocide des Tutsis le 10 avril 1994. J'ai bien dit le 10 avril sur RFI. Parce qu'avec tous les éléments que j'avais, avec les informations que j'avais avant cette date-là, le génocide avait commencé. On tuait des Tutsis de manière systématique. Petit à petit, on a appris aussi que le FPR, à partir du 7 avril, le FPR a mis en place des opérations d'élimination systématique des Hutus. Souvenez-vous, hein, le major Furuma, qui était l'inspecteur général du FPR, hein, il a parlé d'une opération qui s'appelait Punguza. Punguza, en swahili, ça veut dire réduire le nombre. C'est une opération que Paul Kagame avait mise en place. Donc c'était réduire une partie des Rwandais, c'est-à-dire réduire les Hutus. Non, réduire le nombre de la majorité Hutu. C'était clair et net. D'après le major Furuma, qui a participé et qui a fait un long rapport là-dessus, à partir d'un certain moment, parce qu'il a failli être tué au Rwanda, à partir du moment où il n'était plus d'accord avec cette politique. Et il y en a eu beaucoup d'autres qui l'ont dit. Ruzibiza, rappelez-vous, dans son livre, il le dit. Rappelez-vous aussi de Jean-Pierre Mugabe, il l'a dit. Peut-être qu'il n'utilise pas la terminologie de génocide des Hutus, parce que après tout le monde n'est pas juriste, hein, tout le monde n'est pas capable nécessairement de faire une analyse juridique de ce genre de crime. Oui. Mais il y en a qui ont... Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Au fait, la question, c'était de savoir si réellement il faut endosser toutes les responsabilités à l'UNU que peuple rwandais, les Rwandais dans ce génocide. C'est ce que vous nous expliquez. Et quelle serait alors la responsabilité des grandes puissances, par exemple? Comme, je rappelais les faits d'abord, avant de passer justement à la responsabilité des uns et des autres. Je voulais dire, dans les faits, ceux qui ont massacré des Rwandais, ce sont, d'un côté, la partie gouvernementale dont le bras armé principal était les milices Interahamwe et une partie de l'armée, la garde présidentielle, et de l'autre côté, le FPR. Ces deux-là sont responsables des massacres qui se sont commis en 1994. D'ailleurs, avant 1994, il y a eu beaucoup de massacres aussi sur l'ensemble du territoire rwandais. Mais, ayant dit cela, ayant dit que pour moi, il s'agit de deux génocides, je considère aussi que la communauté internationale a été défaillante. La communauté internationale a trahi le peuple rwandais sous divers aspects.
Je dis que j'ai parlé de génocide à partir du 10 avril 1994. Et j'étais ambassadeur à Paris. À ce titre, j'ai contacté plusieurs pays, notamment des ambassades de certaines puissances membres du Conseil de sécurité résidentes à Paris, notamment l'ambassade des États-Unis. Je leur disais ce qui se passait, les informations que j'avais. J'ai formé le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. J'ai formé l'Élysée. J'ai formé d'autres ambassades, l'ambassadeur de Belgique, l'ambassadeur Cohen, feu l'ambassadeur Cohen. Je le voyais régulièrement et il faisait rapport à Bruxelles. De toute façon, Bruxelles savait, puisque Bruxelles avait des militaires à Kigali. Les Nations Unies, j'étais en contact avec New York. Le problème, c'est que lorsque j'appelais au secours, le FPR, quant à lui, ne voulait pas de quelque raison que ce soit pour arrêter la guerre en cours. Parce que cette guerre entre le FPR et l'armée rwandaise, pendant que ce commettait un génocide, a nourri ce génocide. L'armée rwandaise a à plusieurs reprises demandé que les combats s'arrêtent pour qu'elle soit en mesure de dégager une partie de ses troupes pour aller justement neutraliser les Interahamwe. Et le FPR n'a jamais accepté ça. Le général Dallaire le dit dans son livre. Kagame a répondu, écoutez, je ne veux pas que la guerre s'arrête parce que ce que font les Interahamwe, c'est-à-dire les massacres des Tutsis et des Hutus non favorables à leur cause, ça déstabilise et ça désorganise l'armée rwandaise et ça va me faciliter la victoire. C'est écrit noir et blanc dans le livre du général Dallaire. Donc Kagame, pour lui, les massacres commis par les miliciens Interahamwe étaient une aubaine. Je le dis aussi dans mon livre, c'était une aubaine parce que ça désorganisait l'armée nationale qui ne pouvait plus combattre le FPR comme une armée normale, régulière, et ça affaiblissait l'armée rwandaise. Donc ça facilitait la prise du pouvoir par le FPR. D'un côté, quelque part, la MINUAR, la mission des Nations Unies pour le Rwanda, n'a pas joué son rôle. Mais on sait aussi que la MINUAR, c'était pas Dallaire, c'était pas Bobo à Kigali. C'est d'abord les puissances membres du Conseil de sécurité. Et en l'occurrence, au Conseil de sécurité, qu'est-ce qui se passait? Parce que depuis, on a fait des recherches aussi, on a participé à des colloques, à des conférences internationales et on sait beaucoup de choses. À New York, les anciens ambassadeurs des Nations Unies, américains, autrichiens, australiens et autres que j'ai rencontrés me disent, le matin, le FPR venait nous voir pour dire qu'il fallait condamner le gouvernement de Kigali pour des massacres commis. Mais l'après-midi, il revenait pour dire surtout ne votez pas la résolution augmentant le nombre des militaires de la MINUAR et surtout qu'il n'y ait pas d'assistance, qu'il n'y ait pas de mission d'assistance pour arrêter la guerre. C'est ce que l'ambassadeur américain à New York, il a dit, c'était une position cynique à outrance. Donc, vous imaginez, le FPR qui prétendait vouloir arrêter le génocide ne voulait pas que la guerre s'arrête, ne voulait pas que les Nations Unies prennent une décision d'envoyer ou de voler au secours de ces victimes Tutsis et Hutus de toute façon sur l'ensemble du territoire rwandais. Quelque part, les grands responsables, c'est nous, les Rwandais, mais aussi, comme vous l'avez insinué, ce sont ces puissances qui, par lâcheté ou par complicité avec le FR, ou tout simplement parce que c'était des alliés de Paul Kagame, se sont opposés à l'envoi de troupes depuis le mois d'avril. Quelques pays demandaient qu'on envoie des troupes, notamment la France. Et il y avait l'opposition des États-Unis. Il y avait l'opposition de la Grande-Bretagne. Tout ça existe, tout ça est dans des rapports, et compte rendu des débats. Pourquoi ces pays? Je rappelle que le président américain de l'époque, le président Bill Clinton, avait donné des instructions claires et nettes à ses ambassades, surtout à sa représentation à New York, de ne jamais reconnaître qu'il y a un génocide en cours au Rwanda, parce que constitutionnellement, cet état de fait aurait obligé les États-Unis
a voté la résolution d'envoi de troupes pour arrêter la guerre. Bon, avec l'expérience négative, plutôt la malheureuse expérience des Américains à Mogadiscio, quelques temps avant, où des militaires américains ont été tués et traînés dans la rue, eh bien, l'Amérique a décidé qu'il n'enverrait pas, que les Nations Unies n'enverraient pas de troupes au Rwanda pour sauver ces Tutsis et ces Hutus qui se faisaient massacrer à longueur de journée. Les États-Unis n'étaient pas seuls, il y avait aussi d'autres, mais surtout les États-Unis, l'Angleterre, et à un moment donné, à divers titres, la Belgique. Souvenez-vous, la Belgique a retiré ses troupes. La première semaine où le génocide venait de commencer. Ça a constitué une grande brèche qui a quand même facilité la tâche aux Interahamwe. D'ailleurs, les Interahamwe et les autres, hein, parce que 10 militaires belges venaient d'être assassinés le 7 avril. Et donc, ceux qui ont assassiné ces militaires, ils ont eu gain de cause pour finir, parce que ça a provoqué le départ des Belges et ça a facilité la poursuite du génocide. Voilà la vraie problème. Donc, quelque part, les États-Unis, je ne les accuse pas, puisque c'est des États-Unis, la communauté internationale en général porte une grande responsabilité morale et politique dans le génocide du Rwanda. Mais je pense que le pays qui a le plus souhaité et qui s'est battu pour cela, que les Nations Unies interviennent pour arrêter le génocide, et qui, pour finir, en juin 1994, a obtenu la création, la mise en place de l'opération turquoise, c'est la France. C'est le seul pays avec des alliés africains. Ce sont les seuls qui ont arrêté le génocide dans les provinces qu'ils contrôlaient, dans la préfecture de Tchangougou. Et curieusement, c'est ce pays qui a pu intervenir dans cette situation plus que difficile. C'est ce seul pays qui a été qui est régulièrement accusé par le régime de Paul Kagame. Bon, monsieur l'ambassadeur, je pense qu'on pourra revenir sur cela. C'est un élément important. Votre question est très importante. Hein. Oui, allez-y, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi Paul Kagame s'en prend à la France? Précisément, c'est parce que la France est intervenue pendant la période du génocide. Le FPR voudrait qu'il soit seul à avoir arrêté le génocide, ce qui n'est même pas vrai. Le FPR n'a jamais voulu arrêter le génocide. Ils l'ont fait dans les faits parce que, en arrivant à Kigali, naturellement, la plupart des Tutsis étaient déjà morts. Et il se fait que beaucoup de Tutsis qui se cachaient à gauche, à droite, sont venus, non pas se réfugier auprès du FPR, non. Ils sont sortis de leur cachette. La France, en revanche, a arrêté le génocide. Pourquoi? Parce qu'en arrivant à Tchangougou, Kibuye, Gikongoro, et d'ailleurs Boutaré aussi, hein, parce que rappelez-vous, c'est la France qui a évacué Monseigneur Garamani et des religieuses et d'autres, des enfants qui étaient dans un orphelinat sur Bujumbura. La France a mis à leur disposition des hélicoptères qui les transportaient pour les emmener à Tchangougou ou à Bukavu même. Donc, ça n'a jamais plu à Paul Kagame parce qu'il considère que la France, en prenant ces préfectures-là, a coupé un peu l'élan de ces militaires, parce que ces militaires voulaient probablement en finir avec ceux qu'ils considéraient comme des génocidaires. Or, la France a constitué une sorte de mur, effectivement. Est-ce que c'était un crime d'avoir empêché le FPR de poursuivre le massacre? Kagame l'a dit un jour, en 2007, hein, a dit la France nous a empêché pratiquement de finir ces gens-là. Il l'a dit. Il aurait aimé en finir. Il dit, même ceux qui sont au Congo aujourd'hui, j'aurais dû en finir. On n'a malheureusement pas eu assez de moyens ni assez de temps pour les tuer tous. Il l'a dit. Il considère donc que la France l'a empêché de tuer tous ceux qui étaient considérés comme ses ennemis. Donc, c'est toute une analyse à faire. On pourrait faire 10 émissions là-dessus. Tout à fait. On pourra y revenir, monsieur l'ambassadeur. Revenons sur le dossier du jour. Donc, à supposer qu'il y ait l'élection au secrétariat général de l'OIF par la ministre Louise Mushikiwabo, est-ce que ça pourrait être une des voies de rapprochement entre le Rwanda, les facilitations de rapprochement entre le Rwanda et la France, malgré le dossier
sensible qui est toujours en instance de juridiction, à savoir l'attentat de l'avion présidentiel du 6 avril 1994, monsieur l'ambassadeur. Il est inévitable, effectivement, que le Rwanda et la France se réconcilient un jour. Ça, c'est incontournable. Et je soutiens d'ailleurs la réconciliation entre les deux pays. Je suis d'origine rwandaise, je suis français, et l'idéal pour nous, qui sommes ressortissants franco-rwandais, c'est que nos pays vivent en paix. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, je ne souhaiterais pas, et dans tous les cas, je m'opposerai avec toute mon énergie, à ce que la justice soit sacrifiée pour les beaux yeux de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est-à-dire que la présence à Paris de Louise Mushikiwabo ne devrait pas être un moyen de s'introduire dans le processus judiciaire français. Il faut que la justice reste indépendante et qu'elle aille jusqu'au bout. Que la France n'accepte surtout pas de marchander sur ce côté-là. Autre chose, est-ce que le Rwanda va cesser d'accuser la France de génocide? Louise Mushikiwabo aura beau jeu de dire, écoutez, ça ne me concerne plus, je ne suis plus ministre des Affaires étrangères. Allez voir Kagame, et Kagame de toute façon n'y renoncera jamais parce que c'est un moyen de pression énorme qu'il a sur les pouvoirs français. En revanche, est-ce que Kagame pourrait, à un moment donné, accepter, lui, de renoncer aux accusations qu'il porte contre la France? Là aussi, je connais un peu l'homme, il ne le fera jamais. Donc la réconciliation entre la France et le Rwanda interviendra certainement un jour, mais pas pas de la manière dont certains pensent. La France ne va pas, de mon propre avis, la France ne va pas reconnaître qu'elle aurait participé à un génocide. Nicolas Sarkozy a déjà dit en 2010 que la France avait commis des erreurs. Ceux qui étaient en place à l'époque, dont l'ancien ministre Juppé lui ont demandé qu'ils disent quelle erreur la France a commise. Il n'a jamais dit. La France n'acceptera pas. Sarkozy a parlé d'erreur d'estimation. Voilà, une erreur d'analyse. Oui, d'analyse, voilà. Oui. Sur ce point que vous évoquez, de savoir ce qui pourra faire renaître les bonnes relations entre le Rwanda et la France. Je vais vous dire déjà ce que je pense des raisons que la France poursuit en remettant un peu en selle un homme comme Paul Kagame, parce qu'il s'agit bien de cela. Rappelez-vous, des délégations se sont succédées ces derniers temps, y compris une visite de l'ancien président Nicolas Sarkozy à Kigali, accompagné de M. Bolloré et de toute une équipe d'hommes d'affaires. Là, ils n'allaient pas à la découverte de la francophonie quand ils se sont rendus à Kigali. Ils allaient à la décision des intérêts, parce que le Rwanda a des intérêts, c'est un pays qui compte aujourd'hui dans la région, parce que le Rwanda, ils savent bien que le Rwanda a une main sur une partie de la République démocratique du Congo, ils savent que le Rwanda est influent en Ouganda et dans la région, c'est tout. Ce n'est pas la francophonie qui guide les hommes d'affaires ou les diplomates français lorsqu'ils choisissent de remettre en selle. Pour moi, ce n'est pas une reprise de relations diplomatiques, c'est une vraie remise en selle d'un régime criminel par ailleurs. Imaginez-vous la France se portant au secours diplomatiquement et dans un gouvernement qui l'accuse au quotidien d'avoir participé au génocide des Tutsis, un gouvernement qui accuse la France d'ignominie au quotidien, mais c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Heureusement que les Français de base ne savent pas, mais il y a quand même des représentants des Français, il y a des députés. Or, de ce côté-là aussi, on a vu se former récemment un groupe de jeunes députés qui ont entre 20 ans et 27 ans, un groupe d'amitié pour le Rwanda, des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda, qui croient à ce qu'on leur dit,
des gens d'ailleurs souvent originaires des pays africains francophones qui suivent tout à fait les humeurs des pays dont ils sont originaires. Oui, j'ai regardé les membres de ce groupe Amitié Rwanda. Il y a même des personnes quand même d'un certain âge et c'est curieux justement. Bon, on ne sait pas si maîtrisent bien ce qui s'est passé, comment se sont dégradées les relations entre le Rwanda et la France et pourquoi, réellement quelle année l'histoire. Mais vraiment, c'est tous âges dans ce groupe, hein. C'est tous âges, mais vous avez aussi remarqué que les anciens ne parlent pas, ce sont les jeunes qui s'expriment et qui vantent les mérites du gouvernement rwandais et qui se promettent d'aller à Kigali l'année prochaine. Déjà, je me demande s'ils ont l'accord du Quai d'Orsay, mais ils ont décidé qu'ils iraient à Kigali l'année prochaine pour la commémoration du génocide rwandais ou du génocide des Tutsis. 25e anniversaire. Voilà, ce sont des jeunes qui sont, à mon avis, bien intentionnés, mais qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne savent pas qu'en y allant, ils vont quelque part cautionner des crimes, hein, parce que le FPR, c'est une organisation criminelle, le gouvernement rwandais est un gouvernement qui a de très mauvaises relations avec ses voisins, c'est un régime qui déstabilise toute la région, et y aller comme ça, juste pour des raisons de commémoration, c'est tombé un peu dans le piège. Il faudrait vraiment que la France Mais réfléchisse excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, de vous couper la parole, mais ils peuvent s'y rendre pour rendre hommage aux victimes, mais peut-être ce que vous trouvez pas du tout normal, peut-être c'est la position que ce groupe pourrait prendre. C'est peut-être ça. Ah ouais, qu'elle prend déjà, que ce groupe prend déjà. Dans ses déclarations, on voit bien que c'est un groupe qui est presque amoureux d'un homme, de Paul Kagame. Il vante ses mérites, il vante sa gouvernance, il vante... c'est incroyable. Des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda, qui ne connaissent pas l'histoire de Paul Kagame, ni ce qu'il a fait, de bon ou de mauvais. Ceci dit, si la France veut renouer avec le Rwanda, avec tout ce que nous savons derrière, ben, à la limite, c'est l'affaire du président Macron et de son gouvernement, et du peuple français quand même, qu'il ne faut pas oublier. Il ne faudrait pas qu'un gouvernement aille jusqu'à avouer l'inavouable. Parce que la France, et je le dis au gouvernement français, je le dis au président Macron, je le dis à ses ministres, aux députés, à la représentation nationale, la France n'a pas participé au génocide des Tutsis, ni à aucun génocide au Rwanda. Ce sont des Rwandais qui l'ont fait, et quand le génocide a eu lieu, les troupes françaises n'étaient plus au Rwanda. Elles y sont revenues en juin. Et là aussi, elles sont venues parce qu'elles étaient mandatées par l'Organisation des Nations Unies. Donc, ce n'était même pas la France qui est intervenue. C'est l'ONU, sauf que la France était, si vous voulez, au cœur de l'action. C'est les troupes françaises qui ont été au cœur de l'opération Turquoise, à son honneur d'ailleurs. C'est à l'honneur de la France d'avoir participé à cette opération et d'avoir sauvé nos parents. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup de membres de ma famille dans la préfecture de Tchangougou qui doivent la vie à l'intervention des troupes françaises. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire que la France aurait... Non, 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 non. La France a sauvé des dizaines de milliers de Tutsis qui étaient dans les marais, dans les forêts, qui étaient cachés dans des camps qui protégés par la gendarmerie nationale. Quand la France est venue, ou plutôt l'opération Turquoise, certains devaient probablement mourir le lendemain. Oui, monsieur l'ambassadeur, parlant justement de cette opération turquoise, dans l'entourage du président Macron, il faut noter que l'actuel chef d'état-major, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités au sein de cette opération. Donc il connaît bien quel a été le vrai rôle de cette opération de ces militaires français au Rwanda. Je pense que même dans l'entourage, au milieu politique, dans l'entourage du président Macron, il y a pas mal de personnalités qui maîtrisent vraiment la véritable histoire
des années 1990 jusqu'à 1994 qui connaissent bien le sujet. Et d'ailleurs, je crois que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, je pense que c'est l'une des personnalités qui connaissent bien ce dossier, et Macron, lui, il a vraiment un bon entourage. Je ne sais pas si ce n'est pas votre constat, monsieur l'ambassadeur. Non, mais vous l'avez bien dit, hein, il est évident que le président Macron est très bien informé de l'histoire exacte des relations entre la France et le Rwanda. Et comme vous l'avez aussi rappelé, son entourage est assez bien armé pour dire non à toute tentative d'aller contre l'histoire. Ça, c'est clair. Donc, ce que je peux dire, puisque vous l'avez dit, on s'oriente vers la fin de cette émission, si je peux me permettre de m'adresser surtout aux Rwandais aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé aux Français. Il faut que les Rwandais cessent de s'agiter ces derniers temps. Depuis l'annonce de la candidature de Louise Mushikiwabo, il y a une agitation visible hein, sur Internet. C'est pas ça qui va changer la vie des Rwandais. Pas du tout. Qui vous dit d'ailleurs que Louise Mushikiwabo ne trouvera pas là une voie de sortie? Parce que ce qui se passe à Kigali, vous le savez, hein, les gens viennent et partent. Hein. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que la France renie son histoire, c'est pas que le président Macron trahisse son pays. Il ne peut pas. Il a démontré suffisamment que c'est un homme politique très responsable. Il ne trahira jamais l'honneur de la France. Ceci dit, un souhait de ma part, hein, je suppose que le président Macron n'entendra jamais ma voix, mais certains autres responsables français peuvent m'entendre. Il faut vraiment, et il est temps, que la France cesse d'être un pays aphone, que le gouvernement français cesse d'être aphone lorsqu'il est accusé de tous les maux, lorsqu'il est accusé d'ignominie, de crimes abjects. Il est temps que le gouvernement français ose dire ce qu'il en est, répondre à ces profondeurs. Parce que en la matière, lorsque vous vous taisez, cela vaut acquiescement. Oui. Et comme le sujet, monsieur l'ambassadeur, comme le sujet c'était justement un regard sur cette candidature de Louise Mushikiwabo, ici du gouvernement de Paul Kagame, qui n'a jamais, comme je le disais, qui n'a jamais entretenu de bonnes relations avec la France. Et pour vous, il faudrait que ça commence avec un œil critique sur cette candidature par la France. Et ça devrait commencer par là ou... Non, c'est pas... Il y a des problèmes de fond très graves. Hein. Là, une fois encore, Louise Mushikiwabo, c'est une femme qui a fait sa carrière comme elle a pu. Elle est arrivée des États-Unis lorsque la décision de supprimer le français au Rwanda était déjà prise, puisque elle est devenue ministre un an après. Elle a géré comme elle a pu, ce n'était pas son rôle. Il y avait un ministre de l'Éducation qui était... j'allais dire, qui a été à la base de cette décision, en fait. D'ailleurs, on sait que ce ministre-là n'est plus au Rwanda, probablement, hein, qu'il est passé à autre chose. Mais ceci dit, Louise Mushikiwabo n'est pas le problème. Mais apparemment, elle aussi, elle a tenu des propos pas très cléments ni respectueux lors du sommet de Dakar, sous la présidence de François Hollande. Je trouve ça gênant quand un président qui est avec ses pairs ici au sommet de la francophonie viennent ne pas discuter avec eux, mais dicter ce qui devrait se passer dans leur pays. Je trouve ça d'ailleurs assez inélégant. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide, c'est évident. Ceci dit, le président français peut bien exprimer son point de vue, il peut donner des conseils à ses pairs. Et là, on va au ton aussi. Je suis venu à Dakar pour dire aux Africains, ce n'est pas normal. On est en 2014. Soyons clairs avec le contexte de ces propos. En effet, c'était au lendemain du discours de François Hollande qui avait interpellé les chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir
Et la réalité, c'est que c'était au cours de cette année-là, 2017, que Paul Kagame s'était fait réélire pour la troisième fois, avec deux autres mandats à venir, pendant lesquels il pourra se représenter suite à la révision de la Constitution, qui au départ n'autorisait que deux mandats maximum. La vérité est que Louise Mushikiwabo n'a pas supporté cette observation et l'interpellation destinée, entre autres, à Paul Kagame. Vous savez, les autorités françaises le savent, hein. Ils savent, ils ont toutes les déclarations de toutes ces personnalités rwandaises, hein, et ils savent les sentiments qu'ils nourrissent à l'égard ou contre la France. Hein. Ils les connaissent. Mais, une fois encore, la nomination éventuelle de Louise Mushikiwabo ou l'élection au poste de secrétaire général de l'OIF ne changera pas la relation diplomatique entre la France et le Rwanda, parce qu'il y a des questions fondamentales. Il y a cette accusation de participation au génocide. Il y a la participation de Paul Kagame à l'assassinat de 3 Français, comme vous l'avez dit, et de 2 chefs d'État et de leurs entourages. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'un jour les Rwandais apprendront peut-être. On ne peut pas dire on continue comme avant que ces questions ne soient tranchées une fois pour toutes. Et de toute façon, connaissant la personnalité de Paul Kagame, au lendemain de l'élection de Louise Mushikiwabo, Kagame ne s'empêchera pas d'accuser la France. Hein. Il aura gagné, il aura eu ce poste-là pour son ministre ou sa ministre. Et le lendemain, il reviendra en charge contre la France. Ça, que la France le sache. Que la France sache que c'est pas en offrant un poste de premier plan à une ministre rwandaise des Affaires étrangères que les accusations de participation au génocide vont cesser. Et que Paul Kagame aussi sache que ce n'est pas en se rapprochant du gouvernement français que la justice française va cesser de fonctionner. À moins que les choses changeant, le gouvernement français en vienne à museler la justice, ce qui n'est, à mon avis, pas souhaitable et de toute façon pas possible, à mon avis. Je ne crois pas que la France, le gouvernement français puisse dire à la justice ce qu'elle doit décider. Je ne pourrais pas avoir parlé de la France et du Rwanda sans un mot à ceux qui ont sauvé nos parents. Je voudrais vraiment profiter de cet instant pour rendre hommage et exprimer toute ma reconnaissance personnelle et aussi celle de toutes les victimes potentielles en juin 1994 qui ont été sauvées grâce à l'intervention de l'opération Turquoise. Et à ce titre, donc, je rends hommage à tous ces soldats français, aux soldats tchadiens et autres Africains qui étaient avec la France et qui ont sauvé nos parents. Je leur dis toute notre reconnaissance qui malheureusement a été, si vous voulez, plutôt quand on voit comment le gouvernement rwandais de Paul Kagame les a critiqués, les a accusés de participation au génocide alors que ce sont les seuls à avoir sauvé des Rwandais. J'invite vraiment le peuple rwandais et surtout ceux qui ont été sauvés par ces Français, je les invite à leur rendre hommage et à dire publiquement leurs sentiments en les remerciant parce que les Rwandais ne sont pas un peuple d'ingrats. Un gouvernement comme le gouvernement rwandais, il peut être ingrat, mais le peuple rwandais n'est pas un peuple ingrat. Donc nous devons dire merci, rendre hommage à ces soldats, à leurs officiers qui ont mené à bout une opération qui était très risquée et qui ont sauvé des dizaines de milliers de Rwandais, là où la mission internationale, plutôt la mission de l'ONU, la MINUAR, n'avait pas réussi à en sauver une dizaine de milliers. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Justement, parlant de cette histoire douloureuse, tragique, génocide au Rwanda, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes aussi écrivain et que parmi vos publications, il y a aussi le livre dont le titre est La France a-t-elle commis le génocide? Voilà, donc il y a plusieurs ouvrages que nos auditeurs pourraient découvrir.
Je l'évoque parce que justement, ça touchait ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous nos auditeurs. Je vous invite au prochain programme qui ne tardera pas. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Je vous remercie, Jean-Claude, mesdames.